Je m'appelle Léa, et c'est l'histoire de la nuit où ma famille a finalement fait comprendre que je n'avais pas ma place. Je me suis présenté au mariage de ma sœur dans l'espoir de célébrer, de sourire devant les caméras, de faire ce que j'ai toujours fait, jouer le rôle d'une bonne fille. Mais à partir du moment où je suis entré, quelque chose n'allait pas. Puis je l'ai vu, mon siège. Pas à la table familiale, pas même dans le hall principal, mais poussé dehors près des porte-manteaux. Au début, je pensais que c'était une erreur, mais ce n'était pas le cas. C'était un message. Un message qui disait « Vous n'avez pas d'importance ». Mais voici le problème lorsqu'on met quelqu'un de côté trop longtemps, finalement, il arrête d'essayer de s'intégrer. J'ai donc fait un choix ce soir-là, et ce qui s'est passé après, eh bien, disons que cela a choqué tout le monde. Je me suis garé sur le parking de la salle, mes doigts agrippant un peu trop le volant. Une salle de bal 5 étoiles au cœur de Chicago, ornée de lustres scintillants, de sol en marbre et de composition florale valant plus que mon loyer. Tout dans ce mariage criait au luxe. Tout sauf ma présence. Avec une profonde inspiration, je suis sorti de ma voiture, lissant ma robe bleu marine. Je n'étais pas là pour provoquer une scène. Je n'étais pas là pour parler de moi. C'était le jour d'Élise et j'avais accepté depuis longtemps que je n'étais pas la sœur préférée. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'il me le rappelle d'une manière aussi publique et humiliante. À l'intérieur, un organisateur de mariage au sourire trop éclatant m'a accueilli à la table d'enregistrement. Non, gazouilla-t-elle. Léa, ma voix était calme, contrôlée. Léa Hathaway, son sourire s'effaça un peu. Mon estomac se serra alors qu'elle feuilletait le plan de salle. Puis quelque chose apparut sur son visage, dommage. Je connaissais ce regard. Je détestais ce regard. Oh, tu es là, dit-elle en me tendant un petit marque-place. Vous êtes, assis ici. Elle hésita, puis désigna un couloir juste à l'extérieur de la grande salle de bal. J'ai froncé les sourcils. Excusez-moi. Elle se força à sourire à nouveau. Votre table est juste à l'extérieur de la zone de réception principale. Mes yeux se tournèrent vers l'immense plan de salle affiché sur le stand à côté d'elle. Claire et Pierre Hathaway, mes parents, étaient assis devant, à côté des mariés. Les amis les plus proches d'Élise, les parents éloignés d'Étienne et même les copines de ses collègues de travail étaient tous assis à l'intérieur. Mon nom n'était pas là. Je me suis retourné vers le planificateur. Il y a sûrement une erreur. Son sourire se resserra. J'ai bien peur que ce soit le siège qui vous est assigné. Une lente brûlure a commencé dans ma poitrine. Pas même à une table éloignée dans la salle de bal? Non, il m'avait poussé dans le couloir, comme si j'étais une réflexion après coup. Comme un invité, ils ont dû s'héberger par obligation et non par famille. Pourtant, je gardais l'espoir ridicule qu'il ne s'agissait que d'un oubli. Peut-être, juste peut-être, que ma propre mère n'avait pas permis que cela se produise. Je l'ai repérée de l'autre côté de la pièce, debout aux côtés d'Élise, rayonnante alors qu'elle s'affairait sur sa robe. Ma sœur était radieuse, parfaite, adorée, comme elle l'avait toujours été. Élise croisa mon regard, pencha la tête, puis sourit. Ce sourire narquois m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis forcé à avancer. Maman, dis-je en gardant ma voix légère, je peux te parler une seconde? Claire m'a à peine accordé un regard. Oh, chérie, ce n'est pas le moment. Tu ne vois pas que nous sommes occupés? Cela ne prendra qu'une seconde, dis-je en serrant les dents. Elle soupira, agacée mais obligeante, et s'écarta. Élise ne bougeait pas, bien sûr. Elle se contenta de regarder, son sourire narquois grandissant. Je viens de vérifier mon siège, dis-je. C'est dans le couloir. Claire laissa échapper un bourdonnement dédaigneux. Eh bien, il a fallu prioriser les membres de la famille immédiate aux tables principales, Léa. J'ai cligné des yeux. Famille immédiate? Je suis la famille immédiate. Claire laissa échapper un rire aérien forcé, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Oh, chérie, ne sois pas si dramatique. Élise parla enfin. Est-ce qu'ils ont gâché votre siège? Waouh, c'est malheureux. Sa voix débordait de fausse sympathie. Vous savez à quel point la planification d'un mariage peut être chaotique. Tant de petits détails. Des choses sont négligées. Ses yeux brillaient d'amusement. Elle savait que ce n'était pas un accident. Je me suis retourné vers ma mère. Maman, tu penses vraiment que c'est normal que je sois assis à l'extérieur de la salle de réception,
loin de tout le monde? Claire soupira à nouveau, visiblement ennuyée par la conversation. Léa, n'en faites pas toute une histoire. C'est le jour spécial d'Élise. Soyez simplement reconnaissant d'être là. Reconnaissant. Le mot s'est logé dans ma gorge, amer et inexprimé. Reconnaissant d'avoir été traité comme un invité de seconde classe au mariage de ma propre sœur? Reconnaissant d'avoir été rejeté, mis de côté, oublié? J'ai ouvert la bouche, mais Pierre mon père toujours passif et évitant a finalement parlé. C'est juste pour s'asseoir, chérie, dit-il sans même me regarder. Ne gâchons pas l'ambiance. C'était tout. C'était tout ce qu'il avait à dire. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Quel était le but? Une nouvelle voix rompit le silence. C'est un arrangement intéressant, je me suis retourné et j'ai trouvé Chloé, la mère d'Étienne, debout à proximité, champagne à la main. Ses yeux se tournèrent vers Élise, puis revient vers moi. Son expression était illisible. Élise se raidit légèrement. Claire lui fit un sourire gracieux et répétait. Oh, Chloé, tu sais à quel point la planification d'un mariage peut être délicate. Nous avons fait de notre mieux pour accueillir tout le monde. Chloé fredonnait, pas convaincue. Elle m'a regardé juste une seconde de trop, comme si elle lisait entre les lignes. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je soutenais son regard. Élise passa son bras sous celui de ma mère, détournant sans effort la conversation. Maman, nous devrions vraiment vérifier le gâteau avant le début de la réception. Et juste comme ça, j'ai été licencié. La salle de bal autour de moi était animée de rires, de tintements de verre et de musique, une célébration à laquelle je ne faisais pas vraiment partie. J'étais là, mais je n'étais pas le bienvenu. Je m'éloignais, le pouls battant à tout rompre. Pas vers la table qui m'a été assignée, pas vers le couloir. J'ai attrapé le marque-place dans ma main, fixant mon propre nom imprimé en cursive élégante. Je l'ai retourné une fois, puis encore une fois, avant de le déposer lentement sur un plateau à proximité. S'il pensait que j'allais simplement accepter cela, il ne me connaissait pas du tout. Je regardais le couloir faiblement éclairé, mon dos appuyé contre le mur froid, mes doigts se resserrant autour de mon. Des rires, des tintements de verre et de la musique lointaine jaillissent de la Grand Ballroom, un monde dont je n'ai jamais vraiment fait partie. L'isolement n'est pas nouveau. L'humiliation, bien que plus vive cette fois, semble étrangement familière, comme une vieille blessure qu'on rouvre. Ce n'était pas un accident. Ils voulaient que je me sente petit, insignifiant, et bon sang, ils ont réussi. La douleur dans ma poitrine se propage, non seulement à partir de ce moment, mais aussi après des années passées à être le deuxième choix, après coup. Mon esprit revient en arrière, m'entraînant dans le passé avant que je puisse l'arrêter. Il y a 3 ans, j'étais de retour chez mes parents, fouillant dans mon ancienne chambre. Je n'étais pas rentré à la maison depuis un moment et ça se voyait. La poussière s'est accumulée dans les coins, mes livres d'enfance intacts, les images encadrées sur le mur figées dans le temps où le lycée, l'université, tout avant que j'arrête d'essayer. Je ne cherchais rien de particulier, juste tuer le temps pendant que ma mère terminait le dîner élaboré qu'elle préparait pour la visite d'Élise. Il s'agissait toujours d'Élise. Puis je l'ai vu, un petit carnet en cuir qui dépassait de la table de nuit de ma mère. Je ne l'ai presque pas ouvert, mais quelque chose dans la façon dont il était rangé, comme si c'était important, m'a poussé à l'atteindre. À l'intérieur, des pages et des pages de souvenirs soigneusement enregistrés, des notes, des pensées sur Élise, ses anniversaires, ses réalisations, ses combats, ses plats préférés, les noms de ses amis d'enfance, et même une liste de cadeaux qu'elle avait aimés et de ceux qu'elle avait feint d'aimer pour être polie. J'ai feuilleté d'autres pages, cherchant quelque chose, n'importe quoi sur moi. Il n'y avait rien. Pas une seule mention, pas une seule pensée, pas une seule remarque sur son autre fille. C'était comme si je n'avais jamais existé. Je me souviens d'être resté là, serrant si fort le cahier que mes mains me faisaient mal, une vie de doute soudainement confirmée à l'encre. Lorsque ma mère est entrée, elle a à peine réagi. « Oh, tu as toujours été indépendante. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour toi comme Élise, dit-elle, comme si c'était censé être un compliment, comme si cela était censé effacer les années de négligence silencieuse. Elle avait tout écrit sur Élise, mais aucune pensée sur moi ne valait la peine d'être enregistrée. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais toujours été seul dans cette famille. Le présent retombe autour de moi. Le rire d'Élise fend l'air comme une lame. Le poids de ce foutu carnet pèse contre ma poitrine, même maintenant.
Je jette un coup d'œil à la table qui m'a été assignée, à l'insulte, à la mesquinerie, à la cruauté. S'il voulait me rappeler ma place, message reçu. J'inspire brusquement en me poussant contre le mur. Si ma famille avait déjà décidé que je n'étais pas à ma place, il était peut-être temps d'agir en conséquence. Je me dirigeais vers la salle de bal, l'esprit emballé. Mais avant même d'avoir atteint le seuil de la porte, j'ai aperçu Étienne. Il se tient sur le côté près du bar, un verre de whisky à la main, mais il ne le boit pas. Ses yeux ne scrutent pas la foule avec la facilité d'un homme qui vient d'épouser l'amour de sa vie. Au lieu de cela, il se fixe sur quelque chose, ou sur quelqu'un, avec une hésitation indubitable, puis ils atterrissent sur moi. Il expire longuement et lentement avant de pousser le comptoir et de se diriger vers moi. Léa, sa voix est égale, mais il y a quelque chose en dessous. Je hausse un sourcil. Étienne. Pendant un instant, aucun de nous ne parle. Le mariage se déroule autour de nous, les gens boivent, rient, font la fête. Un parti qui avance alors que ses fondations pourrissent lentement en dessous de lui. Étienne se déplace, faisant rouler le verre de whisky dans sa paume avant de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'autre côté de la pièce où Élise tient la cour, se prélassant dans son propre reflet. Lorsqu'il me regarde, sa mâchoire se serre. Et voilà encore cette hésitation, ce doute. Léa, commence-t-il, d'une voix plus basse cette fois. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé, mais puis-je vous demander quelque chose? Je penche la tête. Cela dépend. Est-ce une conversation de mariage poli, ou est-ce autre chose? Il ne sourit pas, ne fait même pas semblant. Quelque chose en moi bouge. Étienne soupire en se frottant la tempe comme s'il le regrettait déjà. Est-ce que ta sœur parle parfois de moi différemment quand je ne suis pas là? Voilà. Cette seule question. Ce moment où la réalité culmine à travers les fissures de l'illusion qu'Élise lui a nourrie. Pendant une fraction de seconde, j'envisage de mentir peut-être par sentiment de protection déplacé, peut-être parce qu'exposer la vérité dans un contexte comme celui-ci est une chose dangereuse. Mais ensuite je me souviens de mon attribution de siège. Je me souviens du sourire narquois d'Élise. Je me souviens du licenciement de ma mère et je me souviens de qui est vraiment Élise. Je jette un coup d'œil à son verre de whisky. Tu devrais probablement en prendre une gorgée d'abord. Étienne se tend, puis il porte le verre à ses lèvres et avale le tout. Étienne, dis-je prudemment, je ne pense pas que tu connaisses Élise aussi bien que tu le penses. Sa mâchoire se serre. J'avais peur de ça. Le silence s'étend entre nous, épais et suffocant. Elle se comporte différemment, dit-il finalement, sa voix plus calme maintenant, teintée de quelque chose proche de la frustration. Contrôlée. Il y a des choses qu'elle ne veut pas que je voie. Mon estomac se tord parce que, bien sûr, il y en a. Avant que je puisse répondre, Chloé apparaît. Elle marche vers nous, son expression est illisible, mais ses yeux sont perçants, calculateurs. La nouvelle belle-mère d'Élise. La seule femme dans cette pièce avec plus de pouvoir qu'elle n'en a. Chloé s'arrête devant Étienne, son regard se tourne vers moi une seconde avant de se poser sur lui. Chérie, dit-elle doucement, je crois que tu devrais voir ça. Puis elle tend son téléphone. Étienne le prend avec hésitation, en faisant défiler vers le bas. Son visage passe de la confusion à la réalisation, puis à quelque chose de bien pire. Les SMS d'Élise à ses amis, à sa styliste, à des gens qui n'ont rien à faire pour savoir ce qu'elle a sur le cœur. Parce que ce qu'il y a dans son cœur est froid et pourri. Les messages sont brutaux, mesquins, cruels. Élise s'en prend à Chloé, la qualifiant d'autoritaire et de contrôlante, une vieille femme riche qui a juste besoin de faire des chèques et de rester en dehors de sa vie. Élise parle d'Étienne, comment elle le forme pour qu'il soit le mari dont elle a besoin, comment il fera tout ce qu'elle veut parce qu'il est tellement désespéré de prouver qu'il est meilleur que son père. Et puis le pire, Élise se moque de la facilité de ce mariage, car la famille d'Étienne a de l'argent et il ne lui reste plus qu'à jouer son rôle jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin. La main d'Étienne se serre autour du téléphone. Chloé le surveille attentivement. Ta future épouse ne me déteste pas seulement, Étienne, fait-elle une pause, d'une voix calme mais tranchante comme du verre. Elle a prévu de te contrôler depuis le premier jour. Étienne vacille légèrement, comme si le sol sous lui venait de s'ouvrir. Je ne dis rien parce que ce n'est pas mon moment. C'est le sien. Je regarde simplement son expression passer du doute à la colère. Le mariage a peut-être lieu, mais les fondations qui le sous-tendent se fissurent déjà. Le mariage est peut-être encore en mouvement, mais à huis clos, la réunion de famille qui s'ensuit va tout changer.
Je suis le mouvement des corps alors que nous sommes introduits dans un salon privé. L'air est lourd, épais, avec le genre de tension qui provoque des démangeaisons sur la peau. Élise est au centre de tout cela, parfaitement composée ou du moins feignant de l'être. Chloé se tient près de l'entrée, les bras croisés, les lèvres serrées en une ligne illisible. Étienne s'attarde près du bar, son whisky intact, les épaules rigides. Vivant, bien sûr, parle déjà, adoucit déjà, trouve déjà des excuses. Tout cela n'est qu'un malentendu, dit-elle avec un sourire fin et forcé. Les émotions sont vives. C'est un mariage, après tout. Ne laissons pas une petite tension familiale. Rétrécissant, Claire. Ce n'est pas une tension, c'est une révélation. Élise laisse échapper un rire moqueur, les bras croisés sur sa robe de créateur. Vous nous avez sérieusement entraînés ici pour ça? Elle se tourne vers Étienne. Veau, dégoulinant de sucre, bébé, dis-moi que tu ne crois pas vraiment à ces absurdités. Étienne ne répond pas. Il ne la regarde même pas. Claire tend la main vers son bras, sa voix plus douce maintenant. Étienne, mon cœur, tu dois comprendre. Élise a vécu beaucoup de stress. Organiser un mariage, c'est épuisant. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Les lèvres de Chloé se courbent, c'est drôle car elle semble penser chaque mot lorsqu'elle parle de le contrôler. La mâchoire d'Élise se serre, mais avant qu'elle puisse riposter, Harald parle et la pièce entière se tait. Claire, arrête. Les mots sont silencieux, mais ils atterrissent comme un coup de feu. Ma mère se retourne, clignant des yeux, comme surprise d'être interrompue. Mon père n'est pas un homme qui élève la voix. Pas un homme qui intervient. Mais ce soir, quelque chose bouge. Tu as protégé Élise toute sa vie, dit-il d'une voix fatiguée, alourdie par quelque chose que je n'arrive pas à situer. Et regarde en quoi ça l'a transformée. Élise halète, un véritable choc traversant son visage. Papa, tu prends son parti? Pierre l'ignore et se tourne vers moi. Léa, j'ai eu raison depuis le début. Les mots résonnent dans mes oreilles. Mon souffle se coupe. Ma mère recule physiquement. Pour la première fois de ma vie, mon père me choisit. Claire secoue la tête en riant nerveusement, comme s'il s'agissait d'une erreur. Pierre, ne sois pas ridicule. Élise est une menteuse. Étienne parle avant même de s'en rendre compte. Sa voix est rauque, comme s'il venait tout juste de se rendre compte qu'il dormait à côté d'un inconnu. Élise pâlit. Excusez-moi. Je fais un pas en avant, croisant les yeux de ma mère. J'ai besoin qu'elle comprenne ce moment. J'ai besoin qu'elle en ressente le poids. Si tu continues à la couvrir, dis-je doucement, tu perdras plus que moi, maman. Pour la première fois, Claire hésite. Élise le voit et elle panique. Sa voix s'accentue, le désespoir s'installant. Vous vous retournez tous contre moi à cause d'elle. Chloé laisse échapper un long soupir, prend une gorgée de son verre avant de porter le coup final. Nous nous retournons contre toi parce que nous te voyons enfin tel que tu es. Élise sursaute physiquement, le souffle coupé, les yeux passant de face à face. Elle a toujours eu le contrôle jusqu'à présent. Un animal blessé est le plus dangereux et Élise n'a pas l'intention de descendre tranquillement. L'air du salon privé est suffocant, chargé de quelque chose d'électrique, de pointu. Personne ne bouge, personne ne parle, comme si un mouvement brusque pouvait faire exploser la tension qui règne dans la pièce. Élise se tient raide, le souffle court, ses doigts serrant si fort le tissu de sa robe que les coutures se tendent. Elle perd le contrôle et elle le sait. La prise de Claire sur le bras de sa fille est ferme, sa voix basse mais désespérée. Élise, arrête. Mais Élise ne s'arrête pas. Elle ne peut pas. Elle ne le fera pas. De l'autre côté de la pièce, Étienne n'a pas dit un mot. Son silence est plus lourd que toute accusation, un poids qui pèse sur le monde soigneusement construit d'Élise. Je lui jette un coup d'œil, l'homme qui vient de s'engager pour toujours envers ma sœur, et je vois le doute dans ses yeux. Plus que du doute, quelque chose de plus froid. Dégoût. Une lueur de satisfaction jaillit dans ma poitrine, mais je l'enterre. Ce n'est pas fini, pas encore. Élise expire brusquement, puis se tourne vers moi, les yeux plissés. Tu penses que tu es si intelligent, n'est-ce pas? Sa voix est calme, contrôlée, mais il y a un tremblement en dessous. Je croise son regard. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Élise. Je sais. Ses lèvres se recourbent, mais ce n'est pas un sourire.
C'est quelque chose de plus sombre, de plus cassant. Tu as toujours été jaloux de moi. L'accusation est si absurde, si prévisible, que j'en ris presque. Presque. Au lieu de cela, je penche la tête. Jaloux de quoi? Le fait que tu doives manipuler et mentir juste pour que les gens restent dans ton orbite? Je fais signe à Étienne, à Chloé, à nos propres parents. Regarde autour de toi, Élise. Ton monde rétrécit. Sa mâchoire se serre, puis je me lance dans la mise à mort. Tu as bien joué ton jeu, dis-je d'une voix mesurée, même, mais tu as oublié une chose. Je sais qui tu es vraiment. Élise sursaute. C'est subtil, mais c'est là. Claire prend une profonde inspiration. Elle sait que je ne bluffe pas. Je m'avance, ma voix douce mais inébranlable. Je suis au courant de l'argent, des SMS, des choses que vous avez dites sur votre propre mari. Je regarde Étienne, les choses que tu as dites sur sa famille. Étienne se raidit. Le visage d'Élise perd ses couleurs, puis pour la première fois de sa vie, ma mère me supplie. Claire se retourne, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Léa, murmure-t-elle, elle est toujours ta sœur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Un moment de silence. L'espace d'une fraction de seconde, d'une fraction d'instant, j'hésite. Non pas parce que je plains Élise, mais parce que ma mère ne m'a jamais regardé ainsi. Comme si elle avait besoin de moi, comme si elle avait peur. Mais l'hésitation est passagère, car je sais que si les rôles étaient inversés, Élise n'hésiterait pas. Et elle le prouve en craquant. Vous vous retournez tous contre moi à cause d'elle. La voix d'Élise est brisée, aiguë et crue. Ses mains tremblaient à ses côtés. Elle a toujours été amère, elle m'a toujours détesté. Et maintenant, tu vas la croire plutôt que ta propre fille? Chloé expire lentement en portant son verre à ses lèvres avant de porter le coup final. Nous nous retournons contre toi parce que nous te voyons enfin tel que tu es. Les mots ont frappé comme une gifle. La bouche d'Élise s'ouvre, puis se referme. Elle regarde Étienne, sa dernière chance de contrôle. Sa voix tremble alors qu'elle s'approche de lui. Vous ne les croyez pas, n'est-ce pas? Étienne ne répond pas. Ce silence, c'est sa condamnation à mort. La respiration d'Élise se coupe, sa panique est désormais tangible. Puis elle se jette en avant, son expression tordue par la fureur, mais cette fois, je ne recule pas. La main d'Élise se dirige vers moi, rapide et imprudente, mais je bronche à peine. Je n'ai pas besoin de bouger. Je n'ai pas à me recroqueviller, car la différence entre nous est désormais claire. Je n'ai plus peur. C'est Élise qui perd le contrôle, et tout le monde dans la salle le sait. Sa paume fend l'air, un éclair de colère, de désespoir. Mais avant que ça se connecte, Chloé s'interpose entre nous. Élise se heurte à elle, recule, haletante. La simple force de son propre mouvement imprudent la déséquilibre, jusqu'à l'entrée de la salle de bal. Et maintenant, il n'y a plus aucune possibilité de se cacher. La musique s'arrête. Les conversations meurent. Chaque invité à la réception se tourne vers le spectacle qui se déroule à l'entrée. Élise, la mariée parfaite, l'enfant en or, celle qui a toujours contrôlé le récit, se tient là, échevelée, essoufflée. Sa rage déformait ses traits en quelque chose de méconnaissable. Elle cligne des yeux, réalisant trop tard qu'il ne s'agit plus d'une bagarre privée. C'est un désastre public. Un murmure se répand dans la salle de bal. Les invités chuchotent. Les yeux s'écarquillent. Certains échangent des regards, d'autres regardent carrément. Dom est toujours debout près du bar, silencieux, regardant. Je regarde juste. Élise se tourne vers lui, affolée. Tu es mon mari, sa voix tremble, haute et fine. Tu dois rester à mes côtés. Étienne expire lentement. La fatigue sur son visage est indubitable. Je ne pense pas t'avoir jamais vraiment connu. Les mots atterrissent comme un dernier clou dans son cercueil. Élise chancelle, le souffle coupé. Secouant violemment la tête. Non. Non, tu ne veux pas dire ça. Tu m'aimes. Mais les yeux d'Étienne sont vides désormais. Pas en colère, ni même déçu. Je viens de le faire. Puis, sans ajouter un mot, il fouille dans la poche de sa veste et en sort une petite enveloppe. Mon souffle se coupe. Je sais déjà ce que c'est. Élise aussi. Son visage perd toute couleur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Étienne ne cligne pas des yeux.
document d'annulation. Un halètement collectif déchire les invités. Même moi, j'en ressens le poids. La finalité. La mort de l'image parfaite qu'elle a passé des années à conserver. Les mains d'Élise tremblent en regardant l'enveloppe. Tu avais préparé ça. Chloé s'avance, les bras croisés, la voix froide. Bien sûr qu'il l'a fait. Les lèvres d'Élise s'entr'ouvrent, mais aucun mot ne sort. Et puis, Chloé porte le coup de grâce. Tu n'allais jamais faire partie de cette famille. Élise recule en titubant, son monde s'écroule, mais elle n'a pas encore fini. Élise a peut-être perdu son mariage, mais il lui reste encore une arme. Vengeance. Sa poitrine monte et descend au rythme de respiration rapide et inégale. Ses cheveux parfaitement bouclés étaient légèrement déplacés. Ses mains tremblaient à ses côtés. Mais ce n'est pas fini, pas pour elle. Elle refuse de laisser faire. Elle se tourne brusquement vers notre mère. Maman, plaide-t-elle. Sa voix était plus douce maintenant, empreinte de juste ce qu'il fallait de vulnérabilité. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais qu'ils essaient de me ruiner. Claire hésite. Bien sûr qu'elle le fait. Elle a passé sa vie à nettoyer les dégâts d'Élise, à réparer ses erreurs, à lui trouver des excuses. Les lèvres de ma mère s'entr'ouvrent. Ses yeux se déplacent entre ses deux filles, celle qu'elle a toujours protégée et celle qu'elle a toujours rejetée. Élise Chistar, voice incertain. Élise saisit l'instant. Elle saisit la main de Claire, la pressant contre sa poitrine comme dans une sorte de spectacle dramatique. Maman, tu me connais. Tu sais que j'aime Étienne. Je ne. La voix est froide, définitive. Étienne tient quelque chose à la main, une pile de papiers agrafés en haut. Son visage est illisible, mais sa poigne est ferme. Élise frise. Chloé s'avance, l'expression acérée. Vas-y, Étienne, dit-elle doucement. Lisez-le. La mâchoire d'Étienne se serre, puis, d'une voix étrangement calme, il commence. Élise Hathaway a déposé une enquête. Avec un avocat spécialisé en divorce un mois avant le mariage, un cri collectif déchire les invités encore présents dans la salle de bal. Je sens mon estomac se serrer, non pas à cause du choc, mais parce que même moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grave. Étienne ne s'arrête pas. Tu avais l'intention de me quitter, dit-il, chaque mot lent, délibéré, tranchant. À la seconde où vous avez eu accès à mon argent, le papier dans ses mains tremble légèrement, mais sa voix ne faiblit pas. Élise pâlit. Ce n'est pas. Chloé laisse échapper un rire bas et peu impressionné. Oh chérie, n'essaie même pas, elle penche la tête. C'est un document légal, vous savez, du genre qui ne ment pas. La confiance d'Élise s'effondre. La pièce échappe à son contrôle et glisse entre ses doigts comme du sable. Étienne fait un pas de plus. Est-ce que quelque chose a déjà été réel, Élise? Sa voix est rauque, pas en colère, juste épuisée. M'as-tu déjà aimé, ou étais-je juste un autre accessoire à montrer? Les lèvres d'Élise frémissent. Ses yeux parcourent la pièce, à la recherche de quelqu'un, n'importe qui, pour la soutenir. Et puis, comme par pur instinct de survie, elle se tourne vers moi. Tout est de ta faute, dit-elle d'un ton sec, sa voix s'élevant et se cassant. Tu as toujours été jaloux de moi. Et voilà, la même accusation fatiguée. Mais cette fois, il n'atterrit pas parce que pour la première fois, je m'en fiche. Je ne mords pas à l'hameçon. Je ne discute pas. Je ne lui donne pas ce qu'elle veut. Je la regarde simplement et je dis, non, Élise, ce n'est pas ma faute. Elle tressaillit. C'est ce que tu as toujours été. Son souffle se coupe. Je m'avance. Je n'élève pas la voix, je n'ai pas à le faire. Vous manipulez. Vous mentez. Vous prenez et prenez et prenez, et quand les choses tournent mal, vous blâmez tout le monde sauf vous-même. Claire halète doucement, comme si elle entendait la vérité pour la première fois. Élise secoue violemment la tête. Non, ce n'est pas. Maman, dis-lui qu'elle a tort. Mais Claire ne bouge pas. Elle regarde juste. Et pour Élise, ce silence est pire que n'importe quelle insulte. Elle recule et réalise. Elle est perdue. Élise regarde autour de lui, cherchant quelqu'un pour prendre son parti, mais pour la première fois de sa vie, personne ne le fait. Alors que le poids de ses actes s'installe, Élise réalise qu'il ne lui reste plus qu'une chose à faire, disparaître. Mais d'abord, elle se bat. Sa respiration est inégale.
son visage, pâle sous les lumières de la salle de bal. Elle regarde autour de elle, cherchant quelqu'un, n'importe qui, à ses côtés. Pour la première fois de sa vie, personne ne le fait. Les invités regardent dans un silence stupéfait. Certains chuchotent derrière les mains levées, d'autres évitent complètement le contact visuel. Même Claire, sa plus grande défenseur, sa plus fidèle accompagnatrice, ne dit rien. Élise recule en trébuchant, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ses paumes. Puis, lentement, elle rit. C'est amer, creux, ce n'est pas le rire d'une femme qui a gagné, mais celui de quelqu'un qui refuse de croire qu'elle est perdue. Vous pensez tous que vous êtes meilleur que moi, ricane-t-elle, la voix instable. Attendez. Aucun de vous ne saura rien sans moi. Personne ne réagit. Personne ne se précipite pour lui dire qu'elle a tort. Elle serre les dents, secouant la tête comme si elle essayait de transformer ce moment en autre chose. Et puis, nos regards se croisent. Je m'avance, non pas par pitié, ni par cruauté, mais parce que j'ai besoin qu'elle entende ça. Pour la première fois, Élise, dis-je d'une voix ferme, inébranlable, tu as passé toute ta vie à faire en sorte que je me sente invisible, mais regarde autour de toi, Élise. Je regarde sa gorge bouger, sa respiration s'arrêter. Tu es celui que personne ne voit plus. Elle cligne des yeux, et pendant une fraction de seconde, quelque chose dans ses fissures. Puis, tout aussi rapidement, elle le repousse. Elle recule, secoue la tête, rit à nouveau, mais il n'y a rien derrière. Non, non, tu ne peux pas faire ça, crache-t-elle. Tu ne peux pas être le héros de cette histoire. J'expire lentement. Elle ne comprend toujours pas. Ce n'est pas une histoire, Élise, dis-je. C'est juste la vérité. Sa bouche s'ouvre, mais rien ne sort. Elle se tourne vers notre mère. Les bras de Claire sont enroulés autour d'elle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, son expression brisée. Les larmes brillent dans ses yeux. Les yeux ne sont pas pour Élise, pas pour moi, mais pour ce qu'elle a laissé arriver, pour ce qu'elle a laissé Élise devenir. Elle me regarde vraiment pour la première fois depuis des années, et je sais. Je sais qu'elle le voit maintenant, les dégâts, les choix, les conséquences. Mais c'est trop tard. Je ne resterai pas pour regarder les conséquences. Je respire, les épaules en arrière et me tourne vers la sortie. Pas de discours dramatique, pas de second regard, juste une décision finale et silencieuse. Je sors, franchissant les lourdes portes de la salle de bal et pénétrant dans l'air frais de la nuit. Le froid remplit mes poumons, vif et purifiant, et alors que je me tiens là, à regarder les lumières de la ville qui s'étendent au-delà de la cour, je le ressens. Un nouveau départ attend au-delà des portes. Le passé persiste peut-être encore, mais j'ai finalement appris que toutes les fins n'ont pas besoin d'être closes. Cela fait une semaine depuis le mariage. Une semaine depuis que je suis parti et que je les ai tous laissés là, les yeux fixés, sans voix, ne sachant pas quoi faire sans que je joue mon rôle. Les retombées ont été rapides. Je jette un coup d'œil à mon téléphone, faisant défiler les appels manqués et les messages non lus, la plupart provenant de ma mère. Certains s'excusent, d'autres sur la défensive. Claire Dupont ne sait pas perdre. Elle ne sait pas comment naviguer dans un monde où je ne cherche pas désespérément son approbation. Élise, quant à elle, silencieuse. Pas de publications sur les réseaux sociaux, pas de légendes énigmatiques, pas d'illusions de perfection soigneusement organisées. Elle a disparu de la vue du public comme une reine déchue disparaît de l'histoire. Le chat de groupe familial, toujours actif, toujours plein de mises à jour, de blagues, de références internes, juste sans moi. Je devrais me sentir blessé. Je devrais ressentir la piqûre de l'exclusion. Mais je ne le fais pas. Pour la première fois, je n'ai pas besoin de faire partie de quelque chose qui ne m'a jamais vraiment inclus au départ. L'appel arrive plus tard dans la soirée. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. La voix de Claire est hésitante. Je sais que j'ai fait des erreurs, dit-elle, comme si c'était aussi simple que cela. Je ne dis rien. Elle expire en tremblant. C'est juste que, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je ferme les yeux et m'appuie contre mon canapé. Il n'y a rien à réparer. Certaines blessures ne guérissent pas, certains ne devraient pas le faire. Mais je ne dis pas ça. Je ne dis rien. Elle attend, comme si elle espérait que je lui donnerais un scénario, lui expliquerais comment faire disparaître tout ça. Mais je ne le ferai pas, et finalement, elle s'en rend compte. Je voulais juste que tu saches, murmure-t-elle avant que la ligne ne soit coupée.
Plus tard dans la nuit, je reçois un autre message. Pas un message vocal cette fois, pas un plaidoyer ou une invitation. Dîner. Une trêve silencieuse et tacite. Pour la première fois, j'envisage de dire non. Pas par colère, pas par ressentiment, mais parce que je n'ai plus besoin de leur validation. Je regarde le message, son poids, et je réalise quelque chose. Il ne s'agit plus qu'ils me choisissent. Il s'agit de moi qui me choisis. Je traverse mon appartement en m'arrêtant devant la petite étagère près de la fenêtre. De vieilles photographies sont là, encadrées par des moments d'une vie à laquelle je voulais tellement appartenir. J'en prends une photo de Noël, d'il y a des années. Élise, au premier plan, rayonnante comme toujours. Claire à côté d'elle, la main sur l'épaule, et moi au bord du cadre, comme après coup. Je l'ai posé et je ne le reprends plus. Au lieu de cela, je me dirige vers la fenêtre, respirant le calme de la nuit. La ville s'étend devant moi, infinie, pleine de possibilités. Et pour la première fois, je le ressens. Liberté. Avant de terminer cette histoire, permettez-moi de vous laisser avec quelque chose d'important. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est bien celle-ci, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, de connaître sa valeur, de refuser de mendier une place à une table qui n'a jamais été faite pour vous. Pendant trop longtemps, j'ai cru que je devais gagner l'amour, que si je travaillais assez dur, si je restais assez silencieux, si je faisais suffisamment de sacrifices, il finirait par me voir. Il me choisirait. Mais la vérité? Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, la chose la plus forte que vous puissiez faire, c'est de vous en aller. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'être closes. Toutes les blessures ne guérissent pas avec des excuses. Et ça va. Parce que la vraie guérison, le vrai pouvoir, vient lorsque vous vous choisissez. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour protéger votre propre paix? Avez-vous déjà réalisé que rester vous coûterait plus cher que partir? Déposez-en une dans les commentaires si cette histoire vous a interpellé. Ou dites-moi, d'où regardez-vous? J'adore entendre vos histoires, vos expériences. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci réelle, brute et remplie de leçons dont nous avons tous besoin, cliquez sur ce bouton d'abonnement, car croyez-moi, il y a d'autres à venir.